ونحن 190 أمم موجودين هنا مثل حديقة هايد بارك. ديكور، أنتم عاملينكم ديكور، أنتم هايد بارك، أنتم عاملينكم لا قيمة لكم من برا الخطابة فقط، زي ما تخطب في حديقة هايد بارك بالضبط. تخطب وتمشي. هذا أنتم. Le colonel Kadhafi avait-il raison? Du 19 au 26 septembre 2022, des chefs d'État, chefs de gouvernement, des officiels ainsi que des délégations représentant pas moins de 190 États sont réunis à New York dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Ils y étaient pour présenter leurs priorités en matière de géopolitique, leurs préoccupations ainsi que leurs inquiétudes. Comme à l'accoutumée, nous avons pu noter quelques brillantes saillies verbales de la part des représentants africains. Mais bien que nous puissions compter en grand nombre ces discours poignants, éloquents, clairvoyants et même historiques de la part des orateurs africains à cette tribune de l'ONU, l'on ne se souvient que très peu, voire pas du tout, des résolutions faisant suite à ces prises de parole-là. N'est-il donc pas légitime de se demander si la voix des pays africains porte réellement au sein des institutions et organisations internationales multilatérales? Ou encore les pays africains sont-ils condamnés à être des spectateurs dans le concert des nations? L'ONU est-elle une caisse de résonance pour les puissances mondiales? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. L'ONU est créée en remplacement de la SDN qui avait échoué dans sa mission de préservation de la paix et de la sécurité dans le monde. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est ainsi créée, du moins officiellement, en 1945, lorsque la Charte des Nations Unies est signée et ratifiée par 51 États. Charte qui fut rédigée par 4 États, les États-Unis d'Amérique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ainsi que la Chine, à la suite de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942 par 26 États qui s'engageaient à poursuivre ensemble la guerre face aux puissances de l'Axe. De 1945 à aujourd'hui, les 51 États membres considérés comme fondateurs de l'ONU ont accueilli dans cette organisation près de 142 autres États. Ceci dit, nous pouvons aisément constater la caducité de l'ONU telle qu'instituée en 1945. Le décalage entre les réalités politiques de 1945 et celles de 2022 que reflète 77 ans plus tard le Conseil de sécurité est flagrant. Ceci peut justement justifier la contestation ou la remise en question de la légitimité du dit Conseil de sécurité. La dissonance entre le principe fondamental d'égalité de tous les États membres et le droit de veto des États membres permanents du Conseil de sécurité contribue grandement à créer l'idée d'une organisation de sauvegarde des intérêts des puissances où les moins puissants sont conviés afin de faire mine d'inclusion. Nous constatons que nous foulons bien trop au pied nos engagements multilatéraux. Nous avons parfois enlevé toute leur essence, leur force et leurs racines. Sinon, mesdames et messieurs, comment comprendre que le Conseil de sécurité des Nations Unies demeure toujours aussi exclusif? Pourquoi ne pas travailler de bonne foi à la réforme de cet organe important du système sécuritaire international en le rendant plus représentatif des réalités actuelles? الديباجة تقول أن الأمم متساوية كبيرها وصغيرها. هل المقاعد الدائمة هل نحن متساويين فيها؟ أبدا غير متساويين. والديباجة تقول أن الأمم المتحدة متساوية كبيرها وصغيرها في الحقوق. طيب حق الفيتو هل نحن فيه السواسية؟ الديباجة تقول متساويين في الحقوق الأمم الكبيرة والصغيرة. هذا الديباجة وهذه التي وافقنا عليه.
إذا الفيتو ضد الميثاق، المقاعد الدائمة ضد الميثاق. Le problème de représentativité ne se pose pas qu'à l'ONU, mais bien dans pratiquement toutes les institutions et organisations internationales multilatérales comme le FMI, la Cour internationale de justice, la CPI, qui n'a vocation qu'à juger les dirigeants africains et parfois ceux du tiers-monde en général. Nous avons aussi l'AIEA qui n'a pas vocation à contrôler l'activité nucléaire des grandes puissances. Je peux en citer comme ça, et il en existe comme ça, nombre d'institutions où nous n'avons pas l'impression d'être traités d'égal à égal. للأمم المتحدة، الجمعية العامة هذه أساس الأمم المتحدة، ما لهاش أي اعتبار ولا قيمة ولا أي تأثير في حياة العالم وفي أمن العالم، ولا عندها أي قرار ملزم. محكمة العدل الدولية هذه مؤسسة قضائية دولية، قراراتها تطبق على الصغار وعلى الدول العالم الثالث، وترفض تطبيقها الدول الكبرى، وهي أمامي الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ورفضت الدول الأخرى تطبيقها. وكالة الطاقة الذرية الدولية مؤسسة هامة في الأمم المتحدة، لا تخضع لها الدول الكبيرة، وإذا بها اكتشفنا أن هي مسلطة علينا نحن فقط. مش قلت لنا وكالة دولية؟ إذا كانت دولية تخضع لها كل دول العالم. إذا كانت ليست دولية نحن نقفل في وجه الباب ولا نعترف بها اعتبارا من الآن من هذا الخطاب الأربعيني. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé. D'autres viendront après moi. Mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Eh bien, je me fais le porte-voix de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils peuvent se faire entendre. Oui, je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Il est important et déjà remarquable que les dirigeants africains puissent déjà en parler de manière unanime, sans souffrir de la mauvaise presse dont ont souffert ceux qui ont tenu les mêmes discours avant eux. Après cette analyse, nous venons à la conclusion suivante. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances quelles qu'elles soient, en raison de la défaillance du concept du multilatéralisme. Le rôle assigné à l'Afrique en ce 21e siècle est évocateur de l'image qu'ont encore certaines puissances de notre continent, uniquement leur zone d'influence. Après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni. La Côte d'Ivoire appelle à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l'Afrique trouverait sa juste place. Pour résoudre ces problèmes, des dispositions doivent être prises pour améliorer la cohésion entre les principes fondamentaux de la charte et les dispositions réelles de l'organisation. D'autres ont déjà proposé d'accorder des sièges permanents ou encore des droits de veto supplémentaires. Mais cela ne continuerait-il pas à créer des laissés pour compte, à créer de nouveaux privilégiés? La solution n'est-il pas de supprimer ces droits d'exceptionnalité afin de refléter dans les faits les dispositions que prévoit la Charte des Nations Unies? Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soit mis fin
à ce scandale que constitue le droit de veto. Bien sûr, les effets pervers de son usage abusif sont atténués par la vigilance de certains de ses membres, de ses détenteurs. Cependant, rien ne justifie ce droit. Ni la taille des pays qui le détiennent, ni les richesses de ces derniers. Si l'argument développé pour justifier une telle iniquité est le prix payé au cours de la dernière guerre mondiale, que ces nations qui se sont arrogées ces droits sachent que nous aussi, nous avons chacun un oncle ou un père qui, à l'instar de milliers d'autres innocents arrachés au tiers-monde pour défendre les droits bafoués par les hordes hitlériennes, porte lui aussi dans sa chair les meurtrissures des balles nazies. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. Une fois de plus, certaines puissances ne sont pas gênées pour renouer avec ce ton paternaliste et réducteur qu'on leur connaît. Nous avons donc eu, une fois encore, à la 77e Assemblée Générale de l'ONU, ces discours de ceux-là qui aiment se présenter comme les défenseurs, les conseillers et les avocats de l'Afrique. Vous le voyez sur tous ces sujets, c'est plus de coopération, ce sont des partenariats d'acteurs entre l'Ouest et le Sud, entre le Nord et le Sud qu'il faut développer. C'est plus d'engagement de nos grandes institutions. Tout cela, c'est l'inverse d'une division qu'on veut installer. Qui, pendant la pandémie, était là? Qui propose des financements face à la transition climatique? Pas ceux qui, aujourd'hui, vous proposent un nouvel ordre international et qui n'avaient pas de vaccin qui marche et qui ont été peu solidaires et qui n'apportent rien face au climat. Face à tous ces défis, qui sont les nôtres collectivement, nous devons être plus solidaires, coopérer davantage, mais en aucun cas céder à des sirènes qui ne mènent nulle part. Pour y arriver, nous devons aussi être lucides sur la situation des pays les plus pauvres et des pays à revenus intermédiaires, qu'ils soient en Afrique, sur le continent sud-américain, en Asie ou dans le Pacifique. La pandémie a encore accru les inégalités. La guerre et ses conséquences accroissent les difficultés pour nombre de ces pays. Ils ignorent que nous sommes plus avisés et qu'aujourd'hui, nous sommes conscients de la cupidité dont ils savent faire preuve. Revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'ils n'étaient qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité. Ils sont dorénavant prévenus. Les nouvelles générations d'Africains veulent s'affranchir de cette tutelle encombrante qui aujourd'hui reconnaît qu'elle n'a pas toujours prêché par le bon exemple. Donc oui, nos valeurs sont universelles et c'est pour cela qu'elles ne doivent jamais être au service d'une puissance qui viole ces principes. Et quand, ces dernières années, nous avons pris des libertés avec ces mêmes valeurs, nous avons eu tort. L'Afrique et les pays du Sud devraient prendre conscience de la singularité et l'individualité des intérêts entre les pays. Nous devons alors non pas choisir entre le camp de l'Orient et celui de l'Occident, mais bien sûr choisir le camp de l'Afrique et de nos pays africains. Embarquons-nous dans cette lutte d'intérêts de manière dépassionnée, car nous n'avons pas plus intérêt à subir un impérialisme oriental plutôt qu'un impérialisme occidental. L'idéal que nous devons poursuivre est la souveraineté totale et puis c'est tout. Pour ce faire,
nous devons affûter nos armes afin de pouvoir défendre un pôle africain plutôt que se ranger derrière une puissance, quelle que soit-elle. Merci de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.